J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Dans cet épisode, je reçois Rita Benjeloun, la designer et fondatrice de la marque de bijoux Rita Création. Des bijoux avec une identité marocaine forte et au style contemporain minimaliste qui portent en eux l'énergie positive de leur créatrice. Son rapport aux bijoux est celui de la transmission d'un héritage et d'une passion commune partagée avec sa grand-mère. Créer des bijoux qui ont du sens, tel est le message que souhaite véhiculer leur créatrice. Rita va nous confier ses étapes de création et la place de l'architecture et la géométrie dans la conception de ses bijoux. Elle évoquera le confinement et son impact sur sa créativité. Elle abordera aussi les difficultés de l'entrepreneuriat et la complexité du système pour exporter à l'international. Je m'arrête là pour vous laisser découvrir Rita et son univers. Très bonne écoute à tous. N'oubliez pas de prendre quelques minutes à la fin de l'épisode pour noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour développer sa notoriété et d'améliorer son référencement. Merci. Bonjour Rita, merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast de designer marocain. Bonjour Ihab et merci à toi pour ton invitation. Alors, je commence toujours par une petite question. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Alors, quel métier je rêvais de faire quand j'étais enfant? Je pense que là, tout de suite, je crois que le métier vraiment qui me faisait rêver quand j'étais petite, c'était pilote de ligne. Je Ah voulais oui. vraiment, ouais, je voulais vraiment être pilote. Sauf que, en fait, j'ai découvert avec les années qu'il fallait avoir une super vue, tu sais, pour être pilote. Et comme j'étais myope, mais vraiment très myope, dès l'âge de 5 ans, c'était un peu un rêve brisé. Voilà, j'étais triste. Je me souviens avoir été triste quand je l'ai découvert et j'ai sûrement dû avoir d'autres rêves après, mais en tout cas, le métier dont je me souviens, c'est vraiment ça, pilote de ligne. Du coup, alors, c'est pas du tout la voie que t'as que t'as prise. Absolument pas, non, 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 complètement pas, non, 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 voilà, Exactement. c'était un rêve. Avant de devenir créatrice de bijoux, tu étais d'abord architecte. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie de ta vie? Ouais, alors avant d'être architecte, j'étais également autre chose. Ouais, Ah, bah je suis ravie de ouais, l'apprendre. enfin, Raconte-moi j'étais tout. également autre chose, c'est-à-dire j'ai fait d'autres études avant aussi. J'ai eu plusieurs vies en une seule vie. Euh, ouais, si tu veux, enfin, j'ai été diplômée d'un bac éco D'accord. avec une spécialité économique et sociale en fait. Voilà, donc j'adorais la socio, c'était vraiment la matière qui me faisait rêver. Et, mais je savais que le métier, en tout cas, les études que j'avais envie de faire, c'était des études d'archi d'intérieur. Enfin, ce qui me plaisait vraiment, c'était l'archi d'intérieur et la psycho. Et, et donc, voilà, enfin, là, après avoir eu mon bac, j'ai mal géré mes inscriptions. Du coup, j'ai pas eu d'inscription en archi après le bac. Et la psycho, on m'avait un peu déconseillé. Je me souviens que c'était un peu, enfin, en tout cas, l'université où j'avais postulé, c'est l'université de Toulouse et il y avait plein de grèves à ce moment-là et tout, donc on m'avait un peu déconseillé de faire ça. Et je me suis retrouvée à faire un IUT de gestion des entreprises et administration dans le sud de la France. D'accord. Donc c'était un truc vraiment hyper random. Enfin voilà, c'était un peu la dernière option qui me restait. Donc j'ai fait ça et donc j'ai fait mon année en me disant que c'était pas grave, que j'allais retenter l'inscription en archi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai validé cette année-là. J'ai eu une inscription en archi à Paris et donc voilà, j'ai commencé ces études d'archi.
Donc, tu sais, l'archi, c'est 5 ans, voilà, c'est 5 ans d'études, plus une année d'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai fait ces 5 ans. J'ai fait une pause entre la cinquième année et l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Et donc ensuite, la question, c'était vraiment ma vie d'archi avant ma vie de créatrice, c'est ça. Parce que là, je suis en train d'un peu m'étaler, j'ai l'impression. Non, 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 pas du tout, t'es bien. Mais c'est exactement ça, c'est que justement sur ta vie d'architecte, est-ce que tu t'es juste arrêté aux études? Est-ce que tu as exercé? Ouais, ouais, Est-ce que... complètement. Donc Voilà. j'ai fait ces 6 ans, d'archi. Où tu sais, la sixième année, en fait, c'est une année d'alternance en fait en agence et à l'école où en fait on t'apprend plus. Enfin, c'est plus du projet d'archi, mais c'est plus en fait des cours comme du droit à la construction, du droit de l'urbanisme, des choses comme ça. Mais en parallèle, en fait, tu travailles en agence d'archi. Donc, c'est une année un peu d'alternance. Donc, c'était vraiment ma première expérience professionnelle. Et donc après ça, il y a eu le retour au Maroc, en fait, qui s'est fait hyper rapidement, de façon totalement impulsive, en fait. Après un été au D'accord. Maroc, voilà, où j'avais vraiment beaucoup apprécié, tu vois, la vie au Maroc, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à Paris? Euh, T'as fini tes études et t'es rentrée. voilà, j'ai fini mes études, j'ai fini mon habilitation à la maîtrise d'œuvre, et j'ai ramassé mes affaires. Je suis rentrée au Maroc. Donc c'était en septembre 2014. D'accord. Et en octobre, je crois, mais genre vraiment hyper rapidement, j'ai trouvé tout de suite du travail dans une agence d'archi à Rabat, dans une super D'accord. agence d'archi à Rabat, où j'ai bossé 2 ans sur le même projet. C'était un très long projet avec plein voilà, de facettes différentes, tout ça. Voilà, où j'avais une super équipe. On était vraiment, enfin, on bossait tous ensemble sur ce projet-là, tout ça. Donc, j'ai passé ces 2 années dans cette agence. Et après, je m'étais dit qu'il fallait que je teste quand même l'expérience archi d'intérieur. Donc, j'ai quitté l'agence et j'ai repostulé dans une agence d'archi d'intérieur à Rabat toujours, où j'ai passé 1 an. Donc, voilà, j'ai passé cette année-là. Voilà. Et à la fin de cette année, en fait, là, je me suis dit qu'en fait, qu'il était temps d'essayer de voir ce que ça pourrait donner de faire de l'archi en tant que freelanceuse, pas dans une agence. J'ai fait 1 an de petits projets. C'était plus des projets d'aménagement. J'ai bossé aussi. Alors, j'ai fait des décos d'appartements, enfin de l'aménagement d'intérieur d'appartements, mais aussi des maisons de campagne, en fait, 2 maisons de campagne. Sympa, Et ouais. voilà, à la fin de cette année, en fait, j'ai un peu, si tu veux, c'était une année hyper stressante et tout. C'est là où je me suis dit, en fait, c'est plutôt cool d'être en agence parce que tu as toutes les responsabilités en fait, qui sont déléguées soit au patron. Et en fait, quand tu te retrouves à tout gérer, voilà, tu réalises en fait qu'il y a pas mal de trucs, quoi, au-delà des côtés archi. Donc voilà, l'expérience archi D'accord. qui a Donc, duré. t'as exercé 4 ans, c'est ça? Exactement. J'ai exercé 4 ans avant d'arrêter l'année dernière. Ok. Et est-ce que c'est vraiment un voyage en Inde et la découverte de la lithothérapie qui a déclenché un truc en toi pour devenir créatrice de bijoux? Alors oui et non. Je pense que c'est un storytelling qui marchait pas mal aussi, tu sais, quand vraiment j'ai Au lancé début du ma marque, lancement? voilà, au moment du lancement et tout. Mais après, j'ai essayé quand même de faire un travail sur moi pour essayer de comprendre d'où ça venait en fait cette passion des bijoux, tout ça. Et en réalité, j'ai vraiment l'impression que c'est là depuis hyper longtemps, en fait, depuis que je suis petite. Là, je me souviens vraiment, à partir du collège, tu vois, d'avoir vraiment une réelle passion pour les bijoux, à tel point que, tu vois, j'avais vraiment le bijou qui matchait avec chaque tenue que je portais, tu vois. Genre, je portais Ah oui. voilà, un jean avec le t-shirt rouge, mais il y avait le collier qui allait avec. Voilà, ça a toujours été, tu Tu vois, associais tes tenues. voilà, une passion, mais je les fabriquais. C'était des bijoux que je fabriquais, en fait, pas que j'achetais. Et Ouais. donc voilà, ça a toujours été là. Et je pense que ça vient aussi un peu de ma grand-mère, qui elle Ouais. aussi a une passion pour les bijoux. Donc peut-être que c'est inconscient, je sais pas, mais peut-être que ça vient aussi de là. Donc il y a cette passion que tu as eue depuis jeune, mais qu'est-ce qui a fait que que tu as eu une sorte de déclic comme ça, ou quand tu as arrêté l'architecture, tu t'es dit, bah ok,
je vais créer des bijoux. Ouais, alors en fait, ça s'est pas vraiment fait comme ça. Si tu veux, j'ai toujours fait des bijoux, c'est-à-dire que même en études d'archi et en tant que, voilà, que salarié dans une agence d'archi, c'est-à-dire que je faisais des bijoux. Euh, j'ai commencé à les commercialiser à partir du moment où en fait je suis rentrée au Maroc. J'ai commencé à bosser en tant que voilà architecte et en parallèle je faisais des petites ventes privées, des petits marchés, des choses comme ça. Euh, donc en fait, enfin, il y a pas eu de, si tu veux, il y a pas eu de déclic. Oui, en fait, oui, c'était pas brusque en Non, fait, c'était c'était pas vraiment une brusque. sorte La de. chose qui était brusque, c'est d'arrêter l'archi pour vraiment me concentrer à 100% là-dessus, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était vraiment une décision de me dire, OK, j'ai tenté l'archi, je crois, tu vois, enfin, j'ai un peu fait tout ce que je voulais essayer. L'archi, voilà, sur de gros projets, l'archi d'intérieur, l'archi à mon compte. C'est un super domaine, mais je pense que c'est un super domaine, surtout théoriquement parlant. Enfin, à mon goût, tu vois, je pense que c'est vraiment la théorie de l'architecture qui, Il y a des architectes qui vont hurler en écoutant ça. mais c'est pas grave, mais je pense que enfin, heureusement, tu vois qu'il y a des gens qui adorent voilà, Exactement, faire c'est des clair. projets, tout ça. Mais moi, je crois que c'était beaucoup de stress pour moi. Et je sais pas. Enfin, ouais, c'était vraiment beaucoup de stress. J'avais du mal. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait trop d'éléments à gérer. Enfin, voilà, tu vois, j'étais vraiment hyper angoissée tout le temps à penser à ça, à penser à ci, tu vois. Donc, du coup, enfin, voilà, moi, voilà, j'ai adoré les études d'archi, j'ai adoré faire des projets avec des gens cool, tu vois, sans stress, tout ça. Mais dès que c'était des gros trucs avec enfin, voilà, du gros budget, des clients voilà, qui voulaient un truc rapide, tout ça. Enfin, je crois que c'est pas pour moi. Je suis très contente qu'il y ait des archis qui adorent faire ça parce qu'on en a besoin et voilà, c'est très cool. Et du coup, ce changement, d'ailleurs, tu as eu un appui familial ou il y a eu des réticences au début quand tu as annoncé que tu allais arrêter l'architecture pour démarrer une nouvelle aventure? Bah alors comme je faisais ça, tu vois, enfin comme ça s'est fait vraiment de façon hyper progressive. Donc ils savaient, tu vois, enfin tout le monde savait dans ma famille et dans mon entourage que je faisais des bijoux. Après, honnêtement, je crois avoir énormément de chance d'avoir les parents que j'ai, tu vois, parce que enfin ça a jamais été des parents, tu vois, qui m'ont motivée ou démotivée à faire des choses, en fait. Je pense qu'ils estimaient qu'à partir du moment où, voilà, bah, j'avais mon indépendance financière, que j'allais pas, tu vois, enfin, faire n'importe quoi et que si je voulais prendre cette décision et que j'estimais que c'était la bonne, bah, voilà, donc, je pouvais tracer et ils étaient là, tu vois, aussi à me motiver, tu vois, mais il y a pas eu de réticence ou de choses, enfin, t'es sûr que tu le Ouais, regretteras super. pas, tout ça, enfin, non. Tu vois, au pire des cas, je pouvais toujours revenir en arrière et me dire, bon, bah, au pire, j'ai mon diplôme d'archi, je peux toujours, tu vois, bosser en Oui. agence. Mm. Et aujourd'hui, donc, tu te définis plus. Alors, justement, on utilise design un peu tout et n'importe comment, mais Yes. est-ce que tu es plus créatrice ou designer? Est-ce que les deux mots pour toi ont le même sens ou pas du tout? Ouais, je crois que c'est à peu près pareil, en tout cas dans ma tête. Je pense que tu vas designer, c'est aussi créer. Donc, du coup, je pense que dans le design, bah, t'as la partie création aussi qui rentre en jeu. Et après, comment je me définis? Est-ce que je suis créatrice ou designer? Enfin, j'ai l'habitude de dire que je suis designer bijoux, tu vois. Après, enfin, je pourrais aussi dire je pense designer. Je préfère le mot Plus designer designer? bijoux. Ouais. Et tu donnerais quoi comme définition au mot designer, justement? Alors, je pense qu'un designer, c'est quelqu'un qui dessine ou en tout cas qui conçoit un produit en prenant en compte différents paramètres, dont l'esthétisme, l'ergonomie ou la fonctionnalité de l'objet et les contraintes, que ce soit des contraintes budgétaires ou des contraintes, tu vois, enfin, en tant qu'archi, tu vois, on a toutes ces contraintes voilà, du lieu où tu construis, de l'environnement, de la météo, de tout ça, quoi, du lieu. Voilà, donc les contraintes. Et après, j'aime aussi dire que tu vois, que je pense que ce qui est cool aussi en tant que designer, c'est que je pense que tous les designers, en tout cas les designers produits, ajoutent toujours, tu vois, leur petite touche de poésie dans ce produit-là. C'est-à-dire qu'il y a tous ces éléments-là, mais après, il y a quand même une touche de poésie, je crois, en fait. D'émotion, une touche un peu artistique, une touche un peu personnelle, quoi. Exactement. Ouais. Et quand est-ce qu'est née Rita Création, du coup?
Vraiment en tant que société. En tant que société, alors, attends, que je dise pas de bêtises, en 2016. En 2016, ouais, la date de création de ma société, c'est 2016, donc ça fait 4 ans. Donc, au moment où tu vraiment t'as décidé d'arrêter l'architecture, tu avais déjà entamé tout le long des petites ventes, etc. Et puis en 2016, tu as décidé de structurer, c'est ça? Ouais, pour plusieurs raisons, que je voulais prendre aussi des produits. Enfin, au début, c'était une société où il y avait plein de statuts. Je pense que ça résumait bien, tu vois, ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. J'étais un peu perdue. Il y avait plein de, voilà, il y avait plein de choses que je voulais faire, tu vois. Enfin, je voulais continuer à faire de l'aménagement d'intérieur ou de l'archi. Je voulais continuer à faire des bijoux, tout ça, mais je voulais que ça soit structuré. Donc, je me suis dit, écoute, tu crées ta société, tu fais un truc hyper large. Et comme ça, au moins, ça te permet d'avoir la possibilité de faire toutes ces choses de façon, voilà, en bonne et due forme. Et petit à petit, Finalement, tu filtres, ouais, petit à petit. ouais, j'ai vraiment fait ça. Et je pense que c'était la bonne décision, tu vois, parce que, il est toujours possible de revenir sur ton statut, de le remodifier, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, ma société, en fait, c'est uniquement dédié à Rita Création. Je fais plus rien d'autre en parallèle que de la création de bijoux. C'est vraiment que les bijoux maintenant, c'est ça? Voilà, exactement. Et alors, quelle histoire veux-tu véhiculer à travers tes bijoux? Quelle histoire? Alors, plein d'histoires. À chaque collection, il y a une nouvelle histoire. Euh, C'est vrai aussi. il y a vraiment ça. Enfin, j'adore d'ailleurs, j'adore le moment où tu vois où c'est bon, t'as ton idée, ton concept est là, t'as ta collection où tout est hyper cohérent et que là, tu peux te poser et faire un joli storytelling, mais enfin qui est cohérent par rapport à ce que t'as créé. Mais vraiment trouver les bons mots, tout ça. Enfin, c'est une de mes parties préférées dans une collection. Mais je pense que vraiment, voilà, à chaque collection, tu vois, il y a vraiment une histoire que j'ai envie de véhiculer. Mais de manière générale, je pense que faire des bijoux, déjà, il y a un truc que j'adore, tu vois, dans le fait de faire des bijoux et d'en vendre aussi, c'est le rapport que tu as au client, en fait. Moi, je sais que les gens, tu vois, qui viennent à l'atelier, contrairement, tu vois, par exemple, à des gens qui viennent dans une agence d'archi, c'est des gens, en fait, qui viennent pour se faire plaisir. Donc, ensuite, enfin, l'énergie qu'il y a entre toi et cette personne, elle est hyper différente. C'est-à-dire qu'ils viennent pour se faire plaisir. Voilà, ils ont pris le temps, tu vois, de venir, soit pour s'offrir un bijou à eux, soit pour en offrir à la personne, voilà, de leur choix. Mais voilà, enfin, c'est une énergie qui est tout le temps positive. Tu trouveras jamais un client qui vient énervé ou donc voilà, tu vois. Enfin, déjà, je trouve ça génial. C'est pas la même démarche. Non, c'est pas la même démarche. Donc déjà, tu vois, ça englobe mon espace de travail d'une super énergie positive. Donc je suis très contente de ça déjà. Et après, je pense que tu vois, quand on achète un bijou, ouais, je pense que quand on offre, qu'on achète un bijou, c'est très rare, tu vois, que tu achètes un bijou sans avoir pensé à pourquoi ça ferait plaisir à cette personne. Ou alors toi, si tu l'achètes, c'est parce qu'il te fait penser à quelque chose, qu'il y a une émotion, tu vois, qui va ressurgir au moment de l'acheter, au moment de le voir. Et c'est souvent des choses qui sont propres à la personne. Mais, euh, Ouais, c'est vrai. mais je pense, tu vois, que ce qui est très beau dans le bijou, c'est ce côté aussi de transmission. C'est-à-dire que tu l'achètes en te disant, tu vois, c'est comme une vieille montre ou un bel objet déco, tu vois. Enfin, tu te dis, voilà, c'est un bijou que j'achète à Qui ce va moment, durer, qui va se voilà, transmettre. qui est censé durer et que j'aimerais, tu vois, genre transmettre aussi à mon tour. Donc, j'aime beaucoup cette idée de transmission dans le bijou si je devais choisir une histoire. Oui, parce qu'effectivement, on va en venir d'ailleurs aux collections juste après. Et quelles sont tes sources d'inspiration, du coup? Alors, mes sources d'inspiration, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais en ce moment, je m'intéresse vraiment, tu vois, à la géométrie marocaine, on va dire, ouais, de la géométrie marocaine, en tout cas de l'héritage marocain. Je pense aussi que c'est un truc, tu vois, qui vient aussi de l'archi. J'adore la géométrie. Oui, c'est justement ce que j'allais te dire. Ouais, non, Ça, ça faut vient de bien ton qu'il y ait quelque univers, chose. architecte. Ouais. Faut bien que ça serve à quelque chose, l'archi, quand même. Je vais mettre tous les archis à dos après ce podcast. Non, mais ouais, complètement. Enfin, en tout cas, tu vois, la géométrie, moi, c'est vraiment quelque chose qui drive mon travail. Je, je suis vraiment, je suis une folle de géométrie. D'ailleurs, je travaille toujours sur mes logiciels d'archi pour dessiner mes collections.
et c'est génial, tu vois, enfin, les logiciels d'archi te permettent vraiment de t'éclater au niveau du dessin, de la géométrie, de faire plein de tests et tout différents, de le tester en 2D, en 3D. Donc voilà, je pense que la géométrie marocaine, de façon générale, je pense que c'est vraiment une de mes inspirations premières. Après, une inspiration peut venir vraiment de plusieurs choses, tu vois, d'un voyage, par exemple, ou d'une rencontre, ou je sais pas, d'un paysage, mais souvent de choses, voilà, extérieures. Après, ça peut aussi venir de l'intérieur, mais c'est plus rare. Mais je dirais qu'en fait, voilà, c'est souvent l'environnement qui y a autour de moi, voilà, qui m'inspire à faire des choses. C'est pour ça que je trouve que le confinement est hyper dur par rapport à la créativité. Parce que, enfin, je sais pas pour les autres, tu vois, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à créer de nouvelles choses en étant confinée. Euh, Parce qu'on voilà, on n'est pas nourri de l'extérieur, on n'est pas nourri de ce qui nous entoure, donc je trouve ça vraiment difficile. Mais voilà, Ah après, oui, c'est vrai que c'est assez partagé. Il y a des gens qui vivent le confinement très bien. ouais, D'ailleurs, c'est marrant, juste avant toi, aujourd'hui, j'ai eu Eshraq Bouzidi, du coup, qui était architecte aussi, ouais, et qui s'est mis aussi les architectes sur le dos, parce que voilà, elle est passée à l'illustration et elle s'éclate beaucoup plus à faire de l'illustration. ouais, Et justement, elle, vu que son inspiration vient plus d'elle-même, ouais, donc c'est plus de l'introspection, c'est plus de la méditation, c'est plus des choses par rapport à sa vie. ouais. Donc finalement, pour elle, le confinement est une vraie source, tu vois, d'inspiration. Et par contre, effectivement, toute personne qui est plus nourrie par Mm, l'extérieur, par mm. le social, par les gens autour d'elle, c'est beaucoup plus délicat, c'est plus Complètement. compliqué. Ouais, 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 complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes étapes de création? Donc justement, comment tu démarres un projet de collection, comment tu démarres tes croquis, un peu toutes les étapes. Ouais. Alors, encore une fois, tu vois, c'est quelque chose que j'ai clairement emprunté à ma manière, en tout cas, d'avoir appréhendé l'architecture. C'est-à-dire que je crois que je conçois un bijou exactement de la même manière que j'aurais pu concevoir un projet d'archi. Alors, je t'explique pourquoi. En tout cas, en archi, tu vois, voilà, et il y a toujours ce parallèle-là avec le bijou, c'est que donc, tu commences avec un concept, c'est-à-dire que tu as une idée, ça peut être un thème ou ça peut être, voilà, je sais pas, peu importe. Donc, tu as ce concept-là. De ce concept, en fait, donc tu commences à faire des croquis, souvent sur papier, avant de vraiment d'attaquer, tu vois, tout ce qui est logiciel informatique, tout ça. À partir de là, donc évidemment, ton concept mûrit. Des fois, il peut complètement se transformer, mais c'est aussi, tu vois, ce qui est important. Enfin voilà, c'est d'où l'importance justement de faire ces croquis-là, parce que tu te rends compte que des fois, il y a des choses que tu as en tête hyper précises, hyper voilà. Une fois que tu les mets sur papier, bah, ça fonctionne pas exactement comme ce que tu avais prévu. Et une fois que tu as à peu près, tu vois, ton concept d'un point de vue design formel. Là, tu attaques un peu le dessin technique avec voilà, tout ce qui l'englobe. C'est-à-dire que tu vois, encore une fois, je dessine un bijou en prenant en compte, tu vois, genre toutes les cotations d'épaisseur, de largeur, de hauteur, parce que parce que tu vois, encore une fois, parce que comme pour un projet d'archi, c'est pas moi qui vais construire mon bijou, c'est pas, enfin, tu vois, comme c'est pas moi qui vais construire ma maison, donc j'ai besoin de donner en fait toutes les informations à l'artisan pour qu'en fait, dès qu'il ait mon dessin, bah, il a toutes ces informations-là qui vont lui permettre en fait d'attaquer, tu vois, la création du truc sans même me poser de questions. Il a voulu imprimer son truc à la bonne échelle, il a les largeurs, il a les hauteurs, il a les profondeurs, il a comment ça s'emboîte, comment ça se déboîte. Et voilà, donc tu vois, tu as tout cette partie-là technique. Mais par contre, ouais, j'ai oublié une autre étape, c'est le prototypage. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à faire, tu vois, ces croquis et que tu attaques un petit peu, tu vois, le dessin technique, bah, comme pour un projet d'archi où tu fais une maquette pour essayer de, voilà, de transformer un peu la forme, de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si tu modifiais, tu vois, un volume et que tu le remplaçais par un autre. Bah, je fais ça aussi avec le bijou, c'est-à-dire que je vais faire une sorte de prototype maquette du bijou où je vais essayer de transformer des choses pour voir ce que ça pourrait donner
à plusieurs échelles aussi pour voir par rapport à l'ergonomie du corps. Parce que le corps est hyper important quand tu fais le bijou. Enfin, des fois, tu as, voilà, une idée, tu te dis, bah, cette boucle, je vais la faire comme ça, comme ci et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu la poses sur l'oreille, bah, tu as toute l'ergonomie de l'oreille qu'il faut prendre dans ton ergonomie du bijou. Tu vois. Et ça, c'est hyper cool, tu vois, genre d'avoir ce truc-là. Ouais, le corps, c'est génial. C'est hyper cool d'avoir ça aussi. Et tu définirais ton style comment? Est-ce que tu as aujourd'hui, avec ces quelques années d'expérience en création de bijoux, est-ce que on peut dire que tu as ton propre style? Ben, j'espère. J'espère. Après bah, alors, en tout cas, comment je le définis, comment il est souvent défini, c'est comme un. Oui. euh, je pense que je fais des bijoux contemporains, euh, minimalistes d'une certaine manière. C'est-à-dire que même s'il y a tout ce travail-là voilà, de géométrie, j'essaie quand même et je pense que ça fait partie aussi de la casquette contemporaine. J'essaie aussi voilà, il y a une partie un peu minimaliste. C'est des bijoux marocains, donc il y a vraiment cette empreinte marocaine qui est assez présente dans mes bijoux. Donc des bijoux contemporains, à la main, et minimalistes. Ouais. Comment tu gères les périodes de manque de créativité? Alors, je pense que je les aime beaucoup, ces périodes de manque de créativité. Au début, j'en avais peur. Avant de vraiment, tu vois, les appréhender et les comprendre, ces périodes, j'avais vraiment peur de ces périodes. Mais en réalité, je crois que je les adore parce que tu as l'impression de rien faire et tu as l'impression de ne pas avancer. Mais en réalité, ton projet est là, il est dans ta tête, il est là, tu Il ne peux avance. pas l'oublier. En fait, je pense qu'il fait que mûrir. Et quand tu le ressors, eh ben, il s'est un peu transformé. Et c'est trop cool parce que c'est à ce moment-là, en fait, parce que voilà, que t'as rien fait, mais en même temps, tu as fait quand même. Parce que c'est sûr qu'à cette période où tu pensais rien faire, bah, tu t'es quand même hyper remis en question en te disant oui, mais j'ai rien fait. Et en plus, comme j'ai fait, c'est pas bien, c'est pas assez bien, j'aurais pu faire comme ça, comme ça. Donc, tu te remets vachement en question. Quand tu le ressors et que bah, là, la créativité revient, et ben, je pense que ce projet-là a mûri et qu'il est plus cohérent. Et donc, je pense que c'est des super périodes en réalité. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces périodes. Donc tu le vis plutôt bien et tu profites limite de cette période de manque de créativité Sur le coup, parce que tu ça, sais qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir derrière, quoi. Il y a quelque chose qui va il sortir y de a toute quelque façon. chose. C'est-à-dire que sur le coup, c'est pas évident, tu vois, de tout de suite la comprendre, tu vois, cette période. Mais ouais, je pense que c'est des bonnes périodes en réalité. Et je reviens sur la création de tes bijoux. Ouais. Donc, d'après ce que j'ai compris, effectivement, tu collabores avec des artisans. Yes. C'est des artisans de Rabat ou d'un peu partout au Maroc? Non, alors j'ai un atelier. Donc j'ai un atelier à Rabat où donc j'ai Ouais. un artisan qui est salarié de ma boîte et donc voilà qui travaille avec moi. Il m'arrive de sous-traiter aussi à d'autres artisans de Rabat et de Casa. Mais sinon, la plupart de mes bijoux sont vraiment réalisés voilà, par mon atelier, par ce salarié. Donc au début, j'imagine au début de l'aventure, tu sous-traitais, c'est ça? Exactement. Et finalement, tu as décidé d'avoir un salarié en interne. Complètement. Ouais, ouais. Au début, c'était pas évident. Enfin, je pense que tu vois, pour tous les gens qui sont un peu dans ce cas-là, tu vois, c'est hyper difficile de trouver l'artisan avec lequel tu vas vraiment réussir à collaborer, qui va comprendre, qui va être troqué, qui va être sérieux. Enfin, tu vois, il y a plein de Oui, paramètres, de oui. cases à cocher. Donc, en fait, si tu veux, l'artisan qui travaille avec moi aujourd'hui, c'est l'artisan avec lequel je sous-traitais avant. Voilà, débauché D'accord. de son petit atelier à Rabat pour qu'il soit Oui, avec donc en moi. fait, il y avait une vraie connexion, il comprenait bien ton approche et du coup, c'était une très bonne occasion de le salarier, quoi. Ouais, 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 complètement. Et je pense qu'il voilà, qu'il était assez content aussi d'avoir toute la sécurité voilà, qu'engendre le fait d'être salarié, tout ça. Et donc voilà, ouais, je pense que c'était une super occasion pour lui aussi. Et aujourd'hui, tu es toujours la seule designer de ta marque Ouais, ouais, ouais. ou tu as intégré d'autres designers? Alors, non, malheureusement, je n'ai pas encore atteint, tu vois, le stade voilà, Le stade d'embaucher d'embaucher? des des designers voilà, qui m'aident sur. Enfin, ouais, après, je pourrais toujours, mais oui, non.
Je pense que vraiment, tu vois, s'il restait un seul truc, si on disait, OK, dans ta boîte, on te donne un salarié qui fait tout ce que tu veux par type de tâche, bah, je garderai quand même, tu vois, la création du bijou. Ouais, voilà, je pense aussi, tu vois, que c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais, tu vois. Effectivement, je suis chef d'entreprise, donc je gère pas mal de trucs pour ma boîte. Enfin, il y a pas que la création. Et j'ai appris sur le tas, c'est autre chose. Mais ouais, le design de bijoux, c'est hyper important. Voilà, c'est ce qui me permet aussi, tu vois, genre de me réveiller tous les matins, de me dire trop cool, je vais trouver de nouvelles idées, je vais me challenger sur cette nouvelle collection. Enfin, ouais, c'est hyper important pour moi. Tu lances combien de collections par an? Est-ce que tu as plus d'ailleurs une démarche collection ou capsule ou les deux? Alors, plus collection. Il m'est arrivé de faire des capsules, mais en général, en tout cas, enfin, oui, ouais, il m'arrivait de faire des capsules, mais en général, c'est plus des collections. Et après si tu veux, je fonctionne pas comme l'industrie, voilà, de la mode avec des collections vraiment calées sur les saisons, parce que après, bon, c'est vrai que sur le bijou, voilà, c'est pas spécialement nécessaire de se caler sur les saisons, mais je dirais que par année, j'ai ouais, 2-3 collections. Ouais. Et tu as fait des collaborations avec d'autres marques ou c'est en vue? Oui, alors oui, j'ai déjà fait des collaborations avec d'autres marques, dont Shabby Chic. D'accord. Voilà, on a fait une collection de bagues et de colliers qui s'appelait Tatou, où en fait on a retravaillé, tu sais, le tatouage Amazir en bague et en collier. Donc c'était top parce qu'en fait tu te rends compte que ces tatouages de femmes amazigh en fait sont vraiment là pour une raison. Tu vois que c'est pas juste un décor sur leur visage ou leurs bras ou leurs pieds. Euh, voilà, il y a vraiment tout un code autour de ces tatouages, donc c'était hyper intéressant aussi. Tu peux te plonger dans la recherche et la signification, la symbolique en fait de ces tatouages et tout. Voilà, c'est une collection qui a bien fonctionné. C'était hyper intéressant de bosser aussi avec d'autres marques. Donc oui, je pense que c'est une des principales collaborations que j'ai faites. Après, j'ai fait des plus petits trucs ou des commandes, mais c'était peut-être un peu moins des collaborations, mais plus des commandes pour des marques. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Une sorte cette de série approche. limitée pour des Voilà, séries limitées pour des boîtes, c'est ça? exactement. Ouais. Alors que Shabby Chic, ça a été vraiment une collaboration commune. Vous avez travaillé sur le sujet ensemble pour sortir la collection. Voilà, exactement. Et parmi d'ailleurs tes collections, Kalimat, Enchantress, Touareg, Kismi Habibi, est-ce que tu as une préférence? Est-ce que j'ai une préférence? Alors, je dirais que j'ai pas de préférence de collection. Par contre, dans chaque collection, j'ai une préférence de bijoux. Tu vois. C'est plus un truc comme ça. D'accord. Mais non, j'ai pas de non, j'ai pas de préférence. Je crois que la prochaine collection qui arrive, ce sera peut-être ma préférée. Ah, Mais d'accord. je dirais rien. Je dirais rien, surprise. À, su- à suivre. Ça va suivre. Et pourquoi tu as décidé de lancer une collection pour hommes? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'était un super challenge pour moi de faire des bijoux pour hommes. J'avais aussi, tu vois, une demande aussi de ma clientèle qui me demandait alors, c'est quand tu fais des bijoux pour hommes, c'est quand tu fais des bijoux pour hommes. Et j'ai été persuadée en fait, que ce serait, tu vois, même si c'était des mecs qui me le demandaient, j'étais persuadée en fait qu'une fois que j'aurais ces bijoux pour hommes, bah, que ce serait leur nana qui viendrait les acheter, en fait, qui se déplacerait pas ou qui les commanderait pas eux sur le site. Tu vois, j'étais vraiment persuadée de ça. Mais en réalité, je me suis trompée. En fait, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait en fait une demande de bijoux pour hommes. Il y avait un marché. Et j'ai été surprise aussi de voir comment, tu vois, certains hommes s'appropriaient certains bijoux, comme les broches. Enfin, t'as vraiment des mecs qui m'ont épatée avec leur manière de porter, tu vois, certains bijoux, tout ça. Donc voilà, t'avais aussi donc voilà, la clientèle qui demandait. Mais c'était aussi, comme je te disais, un challenge pour moi. Et aussi, tu vois, que j'avais pas spécialement envie de faire des choses. En fait, c'était une collection qui était effectivement pour hommes. Enfin, il y avait des éléments qui étaient uniquement pour hommes,
Mais c'était une collection que je voulais en fait non genrée, si tu veux. C'est-à-dire que je voulais, pour une fois, en fait, proposer quelque chose qui soit non genré. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler les matériaux qui composent tes bijoux en général? Je travaille principalement l'argent 925 et l'or 18 carats, mais uniquement sur commande. D'accord. Voilà. Et après, donc, sur certaines collections, donc il y a des pierres semi-précieuses que je trouve principalement en Asie, très peu au Maroc. Et donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu envisages de travailler avec d'autres métaux ou tu comptes continuer sur la lignée de, de l'argent? Alors, j'adore l'argent, mais effectivement, j'aimerais beaucoup tester d'autres matériaux, mais plus des matériaux un peu plus organiques et naturels, type le bois, le verre, le bois. Enfin, le bois, c'est vraiment, ça fait longtemps, tu vois, que je me dis, il faut vraiment que je me mette à travailler le bois. J'ai plein d'idées, mais pas encore eu l'occasion vraiment de me poser sur la question. Mais ouais, le bois m'intéresse vraiment. Et tu donnes un nom d'ailleurs à chacune de tes créations. Comment tu les choisis? Donc c'est généralement lié au thème principal, mais du coup, est-ce que c'est plutôt fluide quand tu sors la collection ou tu fais une sorte de brainstorming d'équipe pour sortir les noms? Alors oui, on en a fait des brainstorming d'équipe pour sortir les noms. Avec ma chargée en communication, ouais, ça nous arrive de bugger sur certains noms. Mais en général, si tu veux, moi, j'arrive à rien sortir si tout n'est pas cohérent, tu vois, de base. C'est-à-dire que jamais je pourrais, tu vois, genre commencer à faire la com sur une collection ou même commencer à fabriquer ou à produire mes bijoux si il n'y a pas en fait toutes les cases, tu vois, de la cohérence pour moi. C'est-à-dire que voilà, je parle de storytelling, je parle de communication, de la manière dont j'ai envie de communiquer, des noms aussi. Et donc les noms en général, ça vient souvent du thème en fait de la collection. Par exemple, tu vois, pour la collection Touareg, en fait, on s'est vraiment, vraiment immiscé dans toute la culture des contes Touareg, des contes du désert. Et c'était génial parce que, moi, c'était vraiment une découverte. Et ouais, ouais, c'était top. Et du coup, donc, il y avait plein de personnages qui ressortaient tout le temps. Et donc, dans cette collection, vraiment, chaque bijou porte le nom d'un des personnages de la culture en fait touareg. Et ce qui est top aussi, c'est que j'ai découvert que c'était une société matriarcale, donc il y a plein Oui, d'histoires en c'est fait vrai autour ça. de ça qui sont vraiment top. Donc voilà, je vous invite à découvrir les contes Touareg si jamais vous en avez l'occasion. Donc voilà, pour Touareg, c'était ça. Pour Enchanteresse, donc c'était une collection qu'on a sortie le 8 mars. Donc c'était une collection qu'on voulait aussi un peu féministe, féminine, tout ça. Donc tous les noms des bijoux, en fait, c'est des noms de déesses de différentes mythologies dans le monde. Donc que ce soit la mythologie grecque, perse, voilà, enfin c'est vraiment plein de mythologies différentes. Après, tu as les Kalimettes, hein, qui, voilà, enfin, je pense que c'était facile là pour cette collection-là de trouver le nom. Donc voilà, là pour le coup, tu vois, Calimette, c'était censé être une capsule. Et en fait, voilà, finalement, en fait, elle a duré plus longtemps que prévu parce que elle a pas mal plu en fait au public. Donc voilà. Ok. Et peux-tu nous rappeler les types de bijoux que tu proposes et l'ordre de prix? Yes. Alors je crois que je propose à peu près tous les types de bijoux possibles. Donc les boucles, les colliers, les sautoirs, les chokers, les bracelets, les bagues, les boutons de manchette, les broches, voilà, donc à peu près tout, pour hommes et pour femmes. Et, et après, les ordres de prix, en fait, donc ça varie, voilà, par rapport à la taille du produit, par rapport à son poids. Enfin, tu sais, l'argent, c'est souvent par rapport, enfin, voilà, en tout cas, bon, à la complexité, tout ça, du design, du temps passé à fabriquer le bijou, parce qu'on fait tout à la main, en fait. Rien n'est industrialisé, enfin, on travaille vraiment de manière artisanale.
Donc, je dirais que ça varie entre peut-être, tu vois, je dirais entre 250 dirhams la bague à pour des bijoux un peu plus, voilà, un peu plus imposants à 1500 dirhams. D'accord. Et donc, c'est ton artisan qui fait tout ça? Yes, ouais, Qui ouais, sort tous les bijoux? ouais, ouais, ouais. Comme je te disais, enfin, il y a des choses que je fais aussi. Moi, j'ai pas de formation en joaillerie ou en fabrication de bijoux. Mais il y a des choses quand même que j'arrive à faire, que j'ai appris sur le tas. Il y a des choses qu'on sous-traite aussi, quand, voilà, quand on a de grosses commandes ou quand, voilà, enfin, il y a des choses un peu plus complexes qu'on ne pourrait pas faire à l'atelier. Mais en général, ouais, tout est fait sur place dans une petite atelier à Rabat. J'ai vu que tu avais ton propre e-shop et un showroom depuis 1 an, c'est ça? Exactement. Et Ouais, ouais, tu l'as fêté d'ailleurs pendant ce confinement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Et justement, tu distribues tes bijoux aussi au niveau national et international. Est-ce que ça a toujours été la démarche que tu souhaitais entreprendre pour Rita Création? Alors, oui, je crois que. Alors, encore une fois, tu vois, étant donné que tout s'est fait de manière très progressive, j'ai jamais vraiment, tu vois, je me suis jamais vraiment posée en essayant d'avoir une vision claire pour le futur de Rita Création. Je le fais plus maintenant que voilà, j'y suis Ça va. vraiment à 100%, tout ça. Mais je pense que oui, et effectivement, tu vois, enfin, je trouve ça très important d'être présent sur le marché marocain parce qu'après tout, enfin, je crée au Maroc avec une esthétique marocaine, tout ça. Donc, je suis toujours très contente en fait que ça plaise aussi aux Marocains. Mais évidemment, tu vois, je pense que enfin, qu'un en tout cas de mes souhaits, tu vois, c'est vraiment de me développer aussi à l'international. Donc je suis très contente aussi d'être présente dans certains pays à l'international. Tu peux nous rappeler d'ailleurs les pays où, où tu es présente? Je suis présente alors en France, en Hollande, en, Ouais. en Malaisie, ça c'est random, Ouais, mais écoute, génial. voilà. Et, euh, et c'est tout. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, comment tu t'es fait remarquer? C'était des gens qui t'ont découvert par les réseaux ou par un autre moyen? Alors oui, beaucoup les réseaux sociaux. D'accord. Franchement, on vit à une époque où c'est vraiment top, tu vois, d'avoir la chance de pouvoir partager ce qu'on fait et d'être visible, voilà, de façon internationale grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Après, j'ai aussi fait un salon de la mode en fait à Paris dernièrement, qui m'a aussi permis de D'accord. rencontrer donc des acheteurs à l'international. Mais voilà, je dirais principalement les réseaux sociaux. Et j'ai vu que ton site, justement, il est en euros, donc on voit que c'est plus destiné à l'export. Quelle est, on va dire, plus ou moins la part aujourd'hui de l'export versus national? Alors, ça dépend vraiment des périodes et des collections. Euh, mais alors, tu vois, par exemple, là, aussi bizarre que ça puisse paraître, et je ne pensais pas que ce serait comme ça, mais pendant ces 2 mois et demi là, de confinement, en fait, bah, c'est vraiment plus le Maroc. En fait, ça a beaucoup plus fonctionné au Maroc qu'à l'international. Mais en principe, en fait, en général, tu vois, en temps normal, on va dire, je dirais que c'est plus 60% à l'international et 40% au Maroc. Oui, on attire beaucoup l'international avec notre culture et tout notre savoir-faire. Et c'est vrai que sur le marché national, j'ai l'impression aussi que l'achat à distance justement, de toute façon, on commençait à peine, donc ça va commencer à vraiment bien se développer. Et le confinement a poussé les gens à prendre le risque, entre guillemets, d'acheter des choses sur Internet. C'est ça, parce qu'ils étaient obligés, qu'il n'y avait pas de choix. Mais moi, je trouve que ça se développe de plus en plus, tu vois, le C'est e-commerce clair, oui, c'est vrai. au Maroc. Et après, tu vois, on a une option qui, je crois, n'existe pas en France, par exemple. C'est Oui, que j'ai découverte. et ça, c'est top.
Parce que du coup, enfin, les gens, Le paiement à la livraison, je pense qu'en Europe, mais il y a personne qui le fera, même si c'est voilà faisable, juste par le principe même de on crée des choses, on fabrique des choses, surtout le domaine de l'artisanat et du ouais, design, et que au final on arrive chez le client et le client refuse, tu vois, refuse la livraison, et donc de faire toute dès que la démarche pour que finalement on attende à la réception d'avoir le montant de l'objet. ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement un frein en Europe, alors qu'ici, je ne sais pas d'ailleurs quel est le pourcentage de perte en fait quand on fait ce genre de démarche de paiement à la livraison. Je ne sais pas combien, vraiment sur le marché local, combien ça représente. Honnêtement, je sais pas du tout. Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un, Ouais. tu vois, qui refuse de payer. Et après, je pense que tu vois, enfin, moi, je le fais pas, mais je sais que d'autres sites qui le font au Maroc, en fait, bah, appellent le client avant de passer. C'est-à-dire que ils ont pas, enfin, c'est un paiement à la livraison, mais pas avec le service de la poste. Ils appellent pour s'assurer en fait que c'est pas, je sais pas, ton gosse qui a 12 ans tu vois, qui a commandé un truc et du coup, tu dois assumer les conséquences derrière. Enfin, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et par rapport à l'export, Mhm. justement, on dit juste pour tout ce qui est TPE, PME, que c'est une démarche plutôt complexe administrativement. Est-ce que ça a été plus ou moins facile pour toi, Rita Création, ou difficile Mhm. d'envisager l'export Alors, je t'avouerai qu'en fait, effectivement, tu sais, c'est complexe parce qu'on n'a pas toutes les infos et que c'est très compliqué, tu vois, d'avoir quelqu'un, en fait, bien renseigné sur ces questions-là qui puisse te répondre à toutes les questions que tu veux. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois, quand tu exportes, en fait, il faut que tes clients puissent te régler. Et pour pouvoir te régler, si tu habites au Maroc, bah, tu n'as pas spécialement un compte bancaire à l'étranger. Et donc, pour recevoir cet argent-là, tu as besoin, tu as deux options. Soit tu as un compte voilà, à l'étranger, soit Oui. tu as un compte PayPal. Alors, moi, je peux te dire que PayPal, ça a été genre une longue aventure pour essayer de le mettre en place sur mon Ah site. oui. D'ailleurs, mon site était prêt, tu vois. Enfin, ça fait pas, je sais pas, ça fait un an et demi, 2 ans qu'il est là, mon site. Mais ça buguait. Enfin, il était prêt, mon site. Et en fait, je buguais juste à cause de cette histoire de PayPal, en fait. Parce que Ouais, personne d'accord. n'était capable de m'expliquer, et même à la banque, parce que enfin, PayPal, c'est rattaché à ton compte bancaire, tout ça et tout. Et à la banque, en fait, ils n'étaient pas capables de savoir comment ça fonctionnait. Et j'ai Et fini. t'avais pas la possibilité d'avoir un compte, entre guillemets, marocain en devise parce que tu exportais à l'international, non? Alors, je t'avouerai que je sais pas. Enfin, moi, j'ai un compte en devise, mais qui me permet juste d'acheter des choses, tu vois, en euros ou en dollars. Mais D'accord, je sais pas si dans le sens contraire, c'est possible. Ça, je sais pas. Faudrait que je me d'accord. renseigne, mais tu vois, enfin, Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il reste pas mal de choses assez floues et assez complexes pour la mise en place et en fait et aider les petites entreprises à vraiment avoir des moyens plus ou moins simples de brancher. Nous, brancher un système de PayPal, ça prend une minute même pas. mais c'était ça, c'est vrai. Alors qu'au Maroc, c'est tout un périple. Ouais. Non, mais c'est compliqué, tu vois. Après, quand tu bosses aussi sur des métaux dits précieux, type argent, or, tout ça, bah après, tu as toute une réglementation aussi dans certains pays. Tu vois, je sais que par exemple, aux États-Unis, bah, c'est une grosse galère aussi pour exporter des métaux précieux parce qu'il faut répondre à un certain nombre voilà, De de normes. normes, tu vois. Donc, tu as t'as des choses comme ça qu'il faut mettre en place assez rapidement, essayer de trouver les bonnes infos, le bon interlocuteur, tout ça. Et ça, c'est un travail enfin, voilà, que tu es obligé de faire. Et c'est comme un jeu de piste, tu vois. Tu trouves le premier truc, et après le premier truc te ramène à un autre truc et tout. Mais ça fait partie du Ouais, jeu, tu vois. j'imagine. Ça fait partie de. Donc, niveau logistique, tu utilises le service de la poste marocaine à l'international ou t'as pris un Non. autre Ouais, service? non. Enfin, oui, pour mes envois à l'échelle nationale, donc oui, je travaille avec le service de la Poste, pardon, voilà, maintenant. Et Oui. pour ce qui est de l'international, non, je travaille avec FedEx parce que ça arrive en 48 heures. Je sais que mes clients ont la possibilité de suivre vraiment en temps réel le colis, qu'ils font Oui. attention, tu vois, genre, parce que c'est des choses qui sont quand même
assez fragile, tu vois. Oui, de Donc, il faut, valeur, voilà. bien sûr. Donc, voilà, je préfère payer un peu plus et avoir un Et bon, être voilà, et sûr, être de la satisfait. satisfaction du client Exactement, à tu vois, la c'est fin, c'est hyper c'est important, clair. ça. Et aujourd'hui, de combien de personnes est constituée l'entreprise? Alors, donc l'équipe, si tu veux, voilà, l'équipe, exécutive, on est 3. Oui. Donc, il y a Simo qui est l'artisan. Il y a Monica qui s'occupe des réseaux sociaux, donc tout ce qui est community manager, tout ça. Et donc il y a moi. Et bah, après, bon, voilà, on a aussi la personne qui fait le ménage, qui fait partie de l'équipe quand même. On a aussi le monsieur qui s'occupe des envois, voilà, qui me donne un coup de main là-dessus. Donc voilà, je dirais qu'on est 5, c'est l'équipe. Bah, c'est bien, Yes. ça commence à prendre forme. Ouais, 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 complètement. Est-ce que tu as des projets à partager avec nous? Bah, alors je travaille, enfin, à partager avec vous, oui et non, c'est-à-dire que je peux je peux vous dire sur Ce quel que, ce que tu projet je peux nous travaille. dire. Tu peux nous faire du teasing, tu sais. Je vais faire un petit teasing, un mini teasing. Je bosse sur une nouvelle collection. Euh, alors, tu vois, c'était cool et pas cool ces 2 mois de confinement parce que, bah, en fait, je me suis dit que c'était pas possible de rien pondre à la fin de ces 2 mois, tu vois, qu'il fallait que je m'oblige à faire quelque chose. Donc oui, évidemment, voilà, j'ai travaillé sur une nouvelle collection. C'était pas facile enfin, c'est toujours pas facile, tu vois, de mettre vraiment à 100% dans vraiment, voilà, le côté dessin, design des produits. Par contre, je pense que c'est vraiment une période qui m'a permis d'avoir, tu vois, une réflexion hyper aboutie sur ce que je voulais et de prendre le temps de réfléchir. Et je pense que c'est cool dans ce sens, tu vois, d'avoir eu ces 2 mois. Parce que je pense qu'on n'a jamais le temps, en fait, d'avoir le temps de se poser, de réfléchir et de se laisser aller, de ne pas se dire, voilà, dans 1 heure, j'ai cette réunion, dans 3 heures, il faut que je fasse ci et tout. Là, tu es tranquille. Enfin bon, j'ai la chance aussi de ne pas avoir de gosses, tu vois, voilà, d'être un peu, Focus sur toi. voilà, d'être un peu focus sur moi. Et, donc, ouais, je pense que c'est vraiment un truc que j'ai bien réfléchi, bien pensé, que j'espère que ça se verra en chair et en os. Mais en tout cas, voilà, le projet et la réflexion qu'il y a derrière, voilà, j'ai hâte déjà de produire, parce que pour l'instant, ça existe, mais uniquement Sur le en papier. dessin, voilà, sur le papier. Et donc voilà, j'ai hâte que tout ça soit fini pour pouvoir le partager avec vous. Et est-ce que tu penses que le Maroc est un bon écosystème pour développer justement tous les projets créatifs et de design? Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à considérer le design comme un secteur stratégique dans le pays? Ouais, moi je pense qu'on est au début de ça et je pense que complètement. En tout cas, on a tout pour. On a, voilà, il y a des artisans qualifiés, il y a voilà, il y a vraiment des gens hyper doués, des malums, des choses comme ça. Donc je pense que, en tout cas, on a tous les éléments, si tu veux, pour que le design soit vraiment, tu vois, un levier économique. Après, je pense que d'un point de vue structurel, il y a encore des choses à revoir ou à mettre en place. Tu vois, comme ce qu'on disait, par exemple, pour l'export ou Pour les statuts aussi, pour les il y a statuts. beaucoup d'artistes aussi qui, qui galèrent avec leurs statuts. Exactement. Tu vois, il y a tout ça, tu vois, qui est encore peut-être voilà, à être un peu mieux travaillé. Mais je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Je pense que ça bouge vachement en ce moment. Je suis toujours épatée de voir, tu vois, certains comptes Instagram de jeunes Marocains qui font des choses hyper cool, vraiment top, que ça soit dans la photo, que ça soit dans le design produit, que ça soit dans le design textile. Enfin, vraiment, tu as vraiment des jolies choses, je trouve, en ce moment qui se passent. Donc, je pense qu'on a tout pour. Maintenant, voilà, il y a juste quelques petits trucs structurellement à mettre en place.
Est-ce que tu as un lieu, une œuvre marquante que tu aimerais partager avec nous? Un lieu notamment, par exemple, je crois que tu vis à Rabat, du coup, est-ce qu'il y a un lieu qui t'a manqué pendant ce confinement? Alors, un lieu qui me manque, ouais, la plage me manque énormément. J'ai hyper hâte d'aller à la plage et d'emmener mon chien courir à la plage aussi, parce que je pense qu'il va bientôt exploser, Mskin, à la maison. Et il en peut plus. Donc, ouais, la plage me manque. Et si je devais partager un endroit, à Rabat qui me manque, un endroit coup de cœur en tout cas. Alors, ouais, je dirais, tu vois, à Rabat, donc, il y a le fleuve du Bourg-et-Greg, donc qui sépare Rabat Oui, de Salé. Et en fait, donc si jamais voilà, tu suis le fleuve et que tu vas un peu plus, tu vas du côté un peu nature, ben en fait, tu as plein, plein, plein de paysages autour donc, de cette vallée du Bourg-et-Grec qui sont absolument magnifiques, méconnus d'Herbati. Il y a vraiment très peu de gens qui y vont pour se promener ou, enfin, voilà. Et donc, ouais, moi, je dirais que c'est, en tout cas, enfin, moi, je trouve vraiment que Rabat, que c'est une ville magnifique, qu'il y a plein d'endroits, qu'on a vraiment la chance, tu vois, d'être très proche de la nature, mais de pas vraiment en profiter. Ou en tout cas, c'est pas mis en valeur pour qu'on puisse en profiter. Mais c'est ce côté sauvage, en tout cas du moment, qui me plaît. Mais il me semble qu'il y a un projet d'aménagement, enfin, je sais qu'il y a un projet d'aménagement futur de la vallée dans quelques années, donc je pense que ça sera le cas bientôt. et je pense que de toute façon, après ce confinement, on va pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à Je Rabat te jure, dès qu'on sera déconfiné. complètement, je te jure, là, vraiment, on attend juste de pouvoir sortir. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'aimerais bien avoir ton message Mhm. de fin pour inspirer les jeunes Marocains qui veulent emprunter la voie du design, la voie de l'entrepreneuriat dans le milieu créatif. Alors, quel conseil je pourrais donner? Si, je dirais qu'en fait, il faut vraiment cultiver sa singularité. Je pense qu'on est vraiment, tu vois, on vit vraiment à une époque où le fait d'être différent, tu vois, on commence à comprendre que c'est hyper important en fait notre singularité et que c'est ce qui fait notre force. Qu'il faut pas essayer, tu vois, d'essayer de calquer certains modèles ou d'essayer, tu vois, euh, de faire des images, tu vois, genre visuelles qui sont qu'on pourrait retrouver sur Pinterest. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment, tu vois, que ces artistes, ou en tout cas que ces futurs designers ou quoi, tu vois, assument cette singularité, assument leur histoire, en font leur force et, et de s'amuser, en fait. Je pense qu'il faut s'amuser parce qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut s'amuser, qu'il ne faut pas prendre des choses trop au sérieux. Et, euh, et voilà. Où peut-on te suivre sur les réseaux sociaux? Rappelle-nous le site internet. Ouais. Voilà, Euh, c'est ton mot de la fin. alors, on est le plus présent sur Instagram. Donc, c'est Rita.création. Donc, Rita ça s'écrit RHITA. Et création prend un S. Voilà, donc sur Instagram. Sur Facebook, on est de moins en moins, mais bon, on peut aussi nous contacter sur Facebook. Donc, toujours Rita Création. Et, euh, et par email, si on veut me contacter, à contact@ritacreation.com. Voilà. Super. Merci beaucoup, Rita. Ben, C'était très merci à toi. Et intéressant. attends, moi, j'ai un truc pour toi, un truc à dire. Alors, je voulais te dire qu'en tant que grande consommatrice de podcasts, vraiment, c'est-à-dire que surtout là, pendant le confinement, tu vois, je fais la vaisselle, j'écoute mon podcast, je fais le ménage, j'écoute mon podcast. Je suis hyper contente qu'il y ait de plus en plus, tu vois, de podcasts marocains. En tout cas, je suis hyper contente, voilà, que tu aies créé ce podcast, que je trouve hyper qualitatif. Et voilà, donc je voulais juste te dire bravo et merci. Merci beaucoup, Rita. Merci, ça me fait énormément plaisir. C'est un projet que je pensais pas
vraiment développés ou qu'ils prennent un peu cette ampleur. Mais en fait, à fur et à mesure que je rencontre des personnalités comme toi, des gens hyper intéressants, des parcours très, très, très variés. Et justement, c'est ce que tu exprimais. Il y a tellement de singularités, il y a tellement de parcours, il y a tellement de façons de faire les choses que tout le monde peut y arriver. Et justement, j'espère qu'avec le podcast, les gens peuvent se dire, justement, après un épisode, se dire « Ok, moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux le faire. » Complètement. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.